pour le plaisir, je suis devant un accès-logis qui s'appelle la résidence Louise Beauchamp à Laval. Regardez, c'est joli, hein, c'est un immeuble. Vous voyez, à Laval, c'est formidable, il n'y a pas de neige, là, ça fait que, il fait chaud. Bon, mais c'est un accès-logis, la résidence Louise Beauchamp. D'ailleurs, l'Office de Laval a installé ses bureaux, là, on ne le voit pas, là, mais au rez-de-chaussée de l'immeuble. Bon, c'est un immeuble accès-logis. J'ai une petite j'ai deux diapositives. Je vais juste essayer d'aller les chercher. Premièrement, vous savez, ce qu'on connaît le plus au Québec, au Canada, c'est les HLM. Hein? On est nombreux à y habiter. Donc, il y a 65 000 logements HLM au Québec. À vrai dire, il y en a plus que ça parce qu'il y a aussi des HLM dans le Nord, là, dans le Nunavik, tout ça. Mais mettons ce qu'on appelle le programme HLM régulier, c'est 65 000 logements. Puis notre fédération, effectivement, on essaie de regrouper et de parler au nom des 65 000 ménages qui vivent dans les HLM. Il y a 35 000 de ces logements-là qui sont des HLM pour personnes âgées. Il y en a 30 000 qui sont pour les familles. Eux autres, on les connaît. Hein. Dans les HLM, on paie 25 de nos revenus pour se loger. Puis, au fil des années, la Fédération, avec l'aide des associations, on a mené des batailles pour gagner des droits qui sont inscrits dans la loi de la Société d'habitation du Québec, notamment le droit de faire partie d'une association de locataires. Tous les offices ont l'obligation d'avoir un comité consultatif des résidents et les associations de locataires font partie du comité consultatif des résidents. Puis on a également le droit d'élire 2 ou 3 locataires au conseil d'administration des offices. Ça, ces droits-là, on ne les a pas toujours eus, là. Mais au fil des années, on les a obtenus en se mobilisant et en se battant. Puis bon, c'est des acquis précieux pour nous. Là, la question, c'est tous ces logements-là, HLM, sont administrés par ce qu'on appelle des offices d'habitation. Avant, il y avait 650 offices d'habitation au Québec. Il y en avait dans chaque ville et village. Maintenant, avec les regroupements d'offices qu'il y a eu, actuellement, il y a 154 offices d'habitation. C'est des offices qui ont souvent un caractère un peu plus régional. Donc, on a 154 offices qui administrent les 65 000 logements HLM. Ça va, c'est du connu. Ce qu'on sait moins, c'est que les offices d'habitation gèrent aussi environ 10 000 unités de logement qui ne sont pas des HLM. Donc, 65 000 HLM, puis il y a 10 000 autres logements que des offices administrent. Ce n'est pas tous les offices qui ont d'autres logements, mais mettons qu'il y a facilement là, une soixantaine d'offices d'habitation. Donc, surtout tous les offices qui sont dans des centres-villes. Donc, il y a 60 offices sur les 154 qui administrent aussi autre chose que des HLM. Bon. C'est quoi ce autre chose-là? Là, ça va vous demander un petit peu de patience parce que les HLM, c'est simple, hein? Il y a une sorte de HLM. Parmi les 10 000 logements autres qui sont administrés par les offices, il y a toutes sortes d'affaires qui, au fil du temps, sont venus se greffer au HLM. Bon. D'abord dire, dans le cas des HLM, c'est simple. Le gouvernement canadien et la province de Québec, on a construit des HLM, disons, du début, de la fin des années 60 à 1994. C'est pour ça que nos HLM sont vieux, d'ailleurs, parce que les plus jeunes ont été construits en 1994, donc ils ont au moins 20 ans, là, puis les plus vieux ont 50 ans. Mais on s'entend, les gouvernements ont arrêté de construire des HLM à partir de 1994. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait beaucoup de gens, ces listes d'attente au Québec. Hein, il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de HLM, mais on n'en construisait plus. Parce que le gouvernement fédéral avait décidé qu'il arrêtait ça, qu'il ne voulait pas en construire des nouveaux. Ça, ce que ça l'a fait, c'est qu'au début des années 2000, environ, au début des années 2000, le gouvernement du Québec, comme il y avait beaucoup de gens sur les listes d'attente de HLM, il s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, sous Jacques Parizeau, quand Jacques Parizeau était premier ministre du Québec, M. Parizeau, je l'appelle monsieur parce qu'on y doit ça, lui a décidé de créer un programme québécois
financés juste par le gouvernement du Québec pour construire des nouveaux logements sociaux. Mais comme Ottawa ne payait plus la moitié, puis que c'était juste le gouvernement du Québec qui allait devoir tout payer, bien, ce n'était pas des HLM. Donc, le gouvernement du Québec a inventé un nouveau programme financé différemment, et ça s'est appelé Accès Logis. Donc, dans les abréviations, quand on parle d'Accès Logis, là, souvent on va dire ACL, Accès Logis, ACL. Bon. Le programme Accès Logis a permis, depuis le début des années 2000 à aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans que ça existe, là, tout ce qui s'est bâti dans les 20 dernières années là, dans vos offices, s'il y a un bloc qui a été bâti par l'Office, il y a fort à parier que ça s'est fait principalement avec le programme Accès Logis. Un autre programme qui a existé, mais qui n'existe plus, c'est que pendant 2 années, en tout cas, de 2 à 4 années, là, parce que des fois, le gouvernement fédéral, qui ne fait plus de HLM, là, je fais de l'histoire, mais souvenez-vous, à un moment donné, il y a eu un gouvernement minoritaire. Les libéraux de Paul Martin, on remonte à loin, là. Paul Martin était premier ministre du Canada, son gouvernement était minoritaire, et sous les pressions du NPD, pendant 2 années, le gouvernement fédéral a dit aux provinces, OK, on va construire des nouveaux logements sociaux, on va construire du logement abordable. Donc, au Québec, le gouvernement fédéral a financé ça pendant 2 ans, mais des fois, ça prend plus longtemps avant que ça se bâtisse. Mettons qu'au Québec, pendant 4 années, là, il s'est construit ce qu'on appelait du logement abordable. Donc, Accès Logis, ACL, ça, il s'en est fait pendant 20 ans, il s'en fait encore. Puis, le logement abordable, on a appelé ça le LAQ, Logement abordable Québec, LAQ. Ça, il s'en est fait pendant 4 ans. Puis juste pour compliquer encore les choses, juste un peu avant les années 2000, là, juste avant que M. Parizeau annonce que le Québec allait faire un programme qui s'appelle Accès Logis, à Montréal, sous l'initiative de la Ville de Montréal, de l'époque et tout ça, eux avaient commencé à faire comme il n'y avait plus de HLM, la Ville de Montréal a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ils avaient développé un premier programme d'habitation qui s'appelait le PARCO, P-A-R-C-O, PARCO. Il s'est fait quelques centaines de logements, peut-être 1 millier en PARCO. C'est ça qui a inspiré, d'ailleurs, le PARCO, c'est ce qui a inspiré ce qui se faisait à Montréal. C'est ce qui a inspiré le gouvernement du Québec à faire Accès Logis. Donc, tout ça a amené environ que les offices actuellement là, sont propriétaires de 10 000 logements en Accès Logis, en logement abordable, puis en PARCO. Il y a des offices qui ont préféré faire de l'Accès Logis. Il y a des offices comme Montréal, par exemple, qui a préféré faire du logement abordable. Je vais vous parler un peu des différences dans ces habitations-là. La principale différence par rapport au HLM, c'est que les HLM, vous savez, on paie 25 % de nos revenus en loyer. Et en moyenne, on peut dire que les locataires vont payer environ 400 $ par mois de loyer dans un HLM, puis que ça en coûte facilement 800 $ par mois. Donc, chaque mois, il y a un déficit de 400 $. Si on paye 400 puis ça en coûte 800, chaque mois, il y a un déficit d'exploitation de 400 $. Et ce déficit-là est payé par les 3 paliers de gouvernement. Le fédéral en payait la moitié, la province de Québec payait 40 % du déficit et la ville payait 10 % du déficit. Ça, c'est les HLM. Donc, c'est des logements qui étaient déficitaires. Chaque mois, il y avait un déficit d'exploitation qui était assumé, pas par les locataires, mais par les gouvernements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les logements en Accès Logis, le logement abordable, n'ont pas du tout la même logique que les HLM. Parce que quand les gouvernements ont lancé ces programmes-là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on veut que ce soit des logements on va les financer au départ, à la construction. On va donner des subventions pour la construction, mais ensuite, on veut que ce soit des programmes qui s'autofinancent. Vous savez, comme le stade olympique dans le temps, là, il faut que ça s'autofinance. Donc, il faut que les loyers des locataires payent les dépenses. Chaque année, là, il ne faut pas qu'il y ait de déficit. Les loyers doivent payer les dépenses. Et si on augmente les dépenses, il faut augmenter les loyers parce que
il n'y a aucun gouvernement qui va passer par la arrière pour éponger le déficit d'exploitation. Ça, c'est une grande différence entre nos HLM et tous les nouveaux programmes d'habitation qui doivent s'autofinancer. Dans les HLM, si on gagne des choses et que ça augmente les coûts, par exemple des réparations, bien, nos loyers n'augmentent pas. C'est les gouvernements qui assument le déficit. Dans ces nouveaux logements-là, si on gagne des choses, s'il y a des dépenses supplémentaires qui sont faites, bien, ils doivent être assumés par les loyers des locataires. Vous voyez, c'est une grosse différence. Et pour rendre accessibles ces logements-là, le gouvernement du Québec a dit, bien, en plus de donner des subventions à la construction des immeubles, bien, pour aider les gens à faible revenu à y habiter, si les loyers sont quand même assez chers, ça peut être des loyers de 700, 800 piastres, 1000 piastres par année, bien, pour aider les gens à y rester, le gouvernement a dit on va donner une aide personnelle aux locataires pour les aider à payer le loyer. On appelle ça un supplément au loyer. Donc, il y a, règle générale, on peut dire, et là, ça varie, mais environ 50% des gens qui habitent dans un accès-logis payent le plein prix que ça coûte, le prix de revient pour autofinancer l'immeuble, et 50% des locataires plus chanceux bénéficient d'un supplément au loyer. Un peu comme dans les HLM. Eux paient 25% de leurs revenus et c'est le gouvernement du Québec qui paie la balance à l'Office d'habitation pour aider le locataire à rester là. Donc, on peut dire la moitié des gens paient un loyer comme dans les HLM et l'autre moitié ben, paie le prix de revient pour que les loyers et les revenus s'équilibrent. Bon. Ça, c'est dans Accès Logis. Par contre, dans le programme LAQ, donc le Logement abordable Québec, il n'y avait pas le gouvernement du Québec, comme c'est un programme fédéral-provincial, ben, le gouvernement du Québec ne prévoyait pas de donner comme ça des suppléments au loyer. Donc, tous les locataires, en théorie, qui vivent dans un logement abordable payent le plein prix de revient. Et, normalement, les gens ne bénéficient pas il n'y en a pas qui bénéficient d'un supplément au loyer. Bon. Je sais qu'il y a des offices ça n'a pas de sens, là, puis qui ont fait preuve de débrouillardise pour essayer de récupérer des suppléments au loyer dans certains projets. Mais la règle générale, donc, c'est que dans Accès Logis, la moitié des gens bénéficiaient d'un supplément au loyer, les autres payaient le plein loyer. Et dans le logement abordable, tout le monde payait le plein loyer. Vous voyez, donc, c'est des différences. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. L'autre élément, dans tous les nouveaux logements construits en Accès Logis, comme le gouvernement donnait une subvention au départ à la construction, ben, je donne un exemple. À une certaine époque, le gouvernement donnait 160 000 $ cash pour subventionner la construction de la bâtisse. Donc, si un logement coûtait à bâtir 200 000 $ puis que le gouvernement en donnait 160 000 $, ben, l'Office devait prendre une hypothèque sur le 40 000 $ restant, prendre une hypothèque de 40 000 $, après ça, charger les taxes, l'électricité, les salaires des employés. Et c'est ça qui permettait de fixer un loyer. Mais comme les travaux avaient été subventionnés en majeure partie, bien, ça permettait de changer un loyer moins cher qu'un propriétaire privé qui aurait construit un bloc sans subvention. Ça, ce que ça fait, c'est que normalement, quand les offices fixaient les loyers, bien, ça devait faire des loyers qui étaient entre 70 et 95% de ce qu'on appelle les loyers médians de la région. Donc, ça devait faire des loyers moins chers pour du neuf que ceux construits par le marché privé sans subvention. C'est logique. Bon. Maintenant, j'aimerais ça vous parler des droits des locataires. Tantôt, je vous disais, dans les HLM, on a gagné des droits. Le droit d'avoir une association, d'être subventionné pour faire fonctionner notre association, d'être au comité consultatif puis d'être au CA de l'Office. Et quand on est au comité consultatif au CA de l'Office, on peut également se faire rembourser nos frais de transport, bon, de frais de garde, tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est pour les locataires qui vivent maintenant dans les accès logis, dans le logement abordable? Bien, la situation n'est pas la même. On n'a pas gagné pour ces locataires-là les mêmes droits que dans les HLM. Donc, on n'a pas mené la même bataille encore pour obtenir des droits. Je donne quelques exemples. Sur la fiche que je vous présente, il y a le point 4. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire. C'est une information que la SHQ
livrée aux offices au mois de mars 2014. Et cette information-là, qu'est-ce qu'elle disait? On va s'en parler ensuite. C'est que tout locataire d'un logement du programme HLM, ACL, LOQ ou PARCO, géré par un office, que l'office soit propriétaire ou seulement administrateur de l'édifice, a le droit de faire partie d'une association de locataires reconnue par l'office et d'être élu membre du CCR. Toutefois, seuls les locataires de logements dont l'office est locataire peuvent être élus et siéger au CA de l'office. Je vais revenir là-dessus sur ce que ça veut dire. Puis l'autre élément, c'est le point 5. Aucun budget n'est prévu par la SHQ dans les programmes Accès Logis et LAQ pour verser une subvention de fonctionnement aux associations de locataires ou pour défrayer leurs déplacements quand ils vont dans des comités consultatifs de résidents. Donc, la fameuse subvention là, de 26 $ pour les associations en HLM, elle n'existe pas dans les programmes de logement abordable ou en accès logis. Et il n'y a pas non plus d'argent prévu pour permettre aux locataires de se déplacer pour aller au CCR. Donc, des budgets de fonctionnement, là, ça n'existe pas dans ces programmes-là, même si, au fil des années, il y a des offices d'habitation qui ont réussi, en faisant preuve d'imagination, à grappiller de l'argent à même le budget d'exploitation de l'immeuble. Ils ont réussi à sauver de l'argent, puis effectivement à donner des subventions de fonctionnement à certaines associations de locataires, à Sherbrooke, à Montréal, à Gatineau. Mais on se comprend, ce n'est pas dans le programme. Le gouvernement ne donne pas d'argent pour ça. Il faut à même ce que les locataires paient en loyer, il faut couper dans certaines dépenses pour récupérer des sous pour les donner aux associations de locataires. Donc, ça, c'est un peu la situation actuelle. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence au niveau des droits quand tu es dans un HLM puis quand tu es plutôt dans un logement abordable. Ce que ça voulait dire, le point 4, là, juste pour être clair, c'est que quand tu es dans un logement abordable ou dans un accès logis, oui, tu as le droit de créer une association de locataires. Oui, tu as le droit d'être au CCR, mais il n'y a pas de subventions qui sont prévues dans le programme. Et donc, il faut se battre pour en obtenir parce que ce n'est pas prévu. Et l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que là, je vous ai parlé quand je vous disais la phrase, on disait que l'office soit propriétaire ou seulement administrateur. Là, la nuance qu'il faut apporter, c'est que, je m'excuse, c'est ma dernière nuance. Il y a des offices qui, en plus d'avoir des HLM, en plus d'avoir à eux des accès logis et du logement abordable, il y a des offices qui prennent aussi des contrats de gestion pour gérer d'autres logements. Par exemple, un OBNL qui sera en difficulté ou des logements. Je donne l'exemple de Québec. À Québec, il existe une société qu'on appelle la SOMAC, qui est une société municipale de la Ville de Québec, qui, au fil des années, a acheté des logements. Ou à Sherbrooke, il y a un organisme qui s'appelle Le Tremplin, qui a construit des logements, et c'est l'Office de Sherbrooke qui les administre. Ou un autre exemple, c'est à Gatineau, où l'Office de Gatineau administre des logements pour un autre organisme qui s'appelle, j'ai toujours de la misère, le HOM, les habitations de l'Outaouais métropolitain. Donc, il y a des offices comme ça qui ont des contrats pour administrer des logements qui ne sont pas à eux. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est ce que dit la phrase, c'est que si tu administres des logements pour un autre organisme, ces gens-là ont le droit d'avoir une association de locataires, auraient même le droit d'être au comité consultatif des résidents parce que c'est ton office qui va les administrer. Par contre, tu ne peux pas, comme tu n'es pas officiellement locataire de l'office, ben, tu n'as pas le droit d'élire des locataires au CA de l'office parce que tu es seulement administré par contrat par celui-ci. J'arrête là-dessus pour le moment. C'est déjà assez compliqué comme ça. On va prendre le temps d'en discuter un peu, de débroussailler ça, de voir comment vous voyez ça. Puis je reviendrai tantôt pour faire part des revendications que la Fédération, jusqu'à aujourd'hui, quelles revendications on a mis de l'avant pour essayer de corriger ces injustices-là ou cette disparité-là de droit.
Donc, regardez, 4 petits points. Là. Le premier, c'est que concernant les subventions, tu sais, quand tu crées une association des HLM, tu as droit à 26 cette année, tu n'avais pas le droit, il n'y a rien de prévu dans les accès logis et logements abordables. Ben, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des villes comme à Lévis, à Sherbrooke, à Gatineau, à Montréal, où il y a des associations en accès logis dans le logement abordable qui ont réussi, grâce à la collaboration de leur office, à obtenir une subvention de fonctionnement. Le montant varie. Ce n'est pas nécessairement le même montant que dans les HLM, mais il y a un montant de subvention. Et nous, à la Fédération, on pense qu'on doit se battre pour que la Société d'habitation du Québec mette provincialement une obligation là, que tu sois dans le programme Accès Logis ou Logement abordable, la subvention devrait être prévue au départ. Quand tu construis une habitation, ça devrait être prévu au départ dans le budget que si tu crées une association, tu vas avoir une subvention. Pour pas que les associations aient à se battre pour l'obtenir, il faudrait gagner que ce soit prévu dès le départ dans le programme. La deuxième demande qu'on a, c'est que dans les budgets de fonctionnement des comités consultatifs des résidents, que ce soit clair qu'on peut rembourser les dépenses, les frais de transport, non seulement des gens qui sont des HLM, mais aussi des autres locataires qui sont dans les autres habitations. La troisième, c'est que tantôt, on a parlé d'organismes à côté des offices, là, comme les HOM à Gatineau, la SOMAC à Québec, le Tremplin à Sherbrooke. Bref, au fil des années, il y a des offices d'habitation qui ont créé une coquille ou une structure à côté de l'office pour construire et gérer des nouveaux logements. Ils ont fait ça parce que jusqu'à cette année, là, la loi de la Société d'habitation du Québec les empêchait de construire autre chose. Fait que s'ils voulaient construire d'autres types de logements, ils n'avaient pas le droit. Fait qu'ils se créaient un organisme à côté pour créer ces nouveaux logements-là. Mais comme la loi a changé depuis cette année, ben, ça serait possible de dissoudre ces coquilles-là qui sont à côté des offices, puis de ramener ces locataires-là comme des locataires en bonne et due forme des offices, avec les mêmes droits que tous les autres locataires. Là. Puis notre quatrième demande est peut-être un petit peu plus compliquée, mais elle a rapport avec les loyers. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les offices doivent annuellement soumettre au comité consultatif des résidents les propositions d'augmentation de loyer des immeubles en accès logis et en logement abordable pour que le CCR puisse regarder ça. Puis si le CCR trouve que c'est raisonnable, les augmentations de loyer, on donne le OK. Mais si on trouve qu'ils sont déraisonnables comme augmentation de loyer, que le CCR puisse émettre un avis au conseil d'administration de l'Office pour essayer de faire diminuer ou bloquer ces augmentations-là. Puis, pour s'assurer que ça se fasse, ça, c'est-à-dire que le conseil d'administration de l'Office ait à justifier ces augmentations de loyer au comité consultatif puis qu'il n'oublie pas de le faire, bien, ce qu'on demande, c'est que si l'Office oubliait d'envoyer comme ça les avis d'augmentation de loyer au CCR pour que le CCR puisse donner son opinion, s'il oublie de le faire, bien, que la SHQ puisse canceller les augmentations de loyer dans cette année-là parce qu'il n'y aurait pas eu consultation. C'est les idées qu'on avait là, pour faire améliorer les droits des locataires en accès logis. Puis là-dessus, ben, c'est sûr que j'aimerais ça vous entendre. Vous avez peut-être d'autres idées également.